Dommage. Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition Toute Région. En train ou en voiture, vous risquez d'être contrôlé ce week-end. En ce premier jour des vacances scolaires, il est interdit de se déplacer à plus de 10 km de son domicile, sauf motif impérieux. La police veille, notamment dans les gares. Depuis hier, forte mobilisation policière dans toutes les gares de France, comme ici à Strasbourg. Début des vacances de Pâques, avec l'objectif pour les policiers de faire respecter l'interdiction de se déplacer au-delà de 10 km de chez soi. Avec la hausse de l'affluence en gare, les contrôles se multiplient ce week-end. On a commencé par Strasbourg, Metz, Mulhouse, Dijon, Reims, donc toutes les gares dans lesquelles on a effectivement pas mal de passages. Donc là, ça coïncide évidemment avec la modification des dates de vacances, donc on a du monde. Fini la tolérance accordée lors du week-end de Pâques, notamment au départ de Paris. Depuis le 6 mars, il n'est plus possible d'effectuer des déplacements interrégionaux, sauf motif impérieux et avec une attestation. L'ensemble des personnes qui vont quitter Paris devront avoir un motif légitime pour le faire et nous présenter une attestation de déplacement dérogatoire. Vu que nous sommes sur des départs grandes lignes, il sera impossible pour eux de quitter la région parisienne étant à plus de 10 km de leur domicile. Une vigilance renforcée de la part des policiers pour intercepter les voyageurs qui tenteraient de braver les interdits. Les agriculteurs viennent de vivre cette semaine un des pires épisodes de gel de ces dernières décennies. Le gouvernement a activé le régime de calamité agricole, mais pour certains professionnels, ce ne sera pas suffisant. Exemple dans le Jura. Durant 3 nuits, les vignobles jurassiens ont souffert du gel. C'est tout du tabac, c'est tout grillé. Résigné, il ne fait que constater les dégâts. Durant 3 nuits, Denis Granvaux a essayé, notamment grâce à des bougies, de réchauffer les pieds de vigne, mais rien à faire. Il estime la perte à près de 80%. C'est la grande catastrophe, on pense qu'on a travaillé pour rien. Et le pire, c'est qu'on va travailler toute l'année pour rien. On va aller la mort au ventre avec travailler nos vignes parce que faudra les cultiver, on sera obligé de les traiter, il faudra les relever, il faudra les palisser, il faudra le travailler pour ne pas vendanger. De son côté, Damien Petit n'a pas beaucoup plus d'espoir. Mais il faudra attendre 2 ou 3 semaines afin de voir si quelques bourgeons ont résisté au grand froid. Pas assuré contre le gel, il réfléchit à faire la démarche. Je pense qu'économiquement, si on veut une stabilité au niveau d'une entreprise comme nous, si on veut une stabilité et puis arrêter de toujours avoir peur du lendemain, c'est peut-être une des solutions. Comme Damien, au total dans le Jura, ce sont près de 90% des vignerons qui ne sont pas assurés contre le gel. Une démarche coûteuse pour les viticulteurs qui n'y retrouvent pas forcément leur compte. Il faut que le contrat proposé soit attractif. Or, pour qu'il soit attractif, il faut qu'on travaille sur un potentiel de récolte et non plus sur un historique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si on vous disait, votre maison, on va vous en assurer que la moitié, parce que l'autre moitié, historiquement, elle n'a jamais brûlé. Après plusieurs années difficiles marquées par des périodes récurrentes de gel et par la Covid, certains sont désespérés. On parle déjà de créer une cellule psychologique avec les services de la préfecture parce qu'il y a des jeunes viticulteurs qui viennent de s'installer et puis qui auront besoin de cette récolte pour commencer à payer leurs charges et tout. Et il n'y aura pas de revenus. Les vignerons jurassiens espèrent maintenant une aide de la part des pouvoirs publics qui ont lancé le régime de calamité agricole. La chasse tue les animaux et les hommes, alors chasseurs, restez chez vous. C'est le message de la campagne publicitaire de la Fondation Brigitte Bardot, placardée sur 1500 panneaux partout en France. En Dordogne, les chasseurs ont décidé de riposter. Impossible de ne pas repérer ces panneaux qui fleurissent aux abords des ronds-points, invitant les chasseurs à rester chez eux. Un slogan parodiant la campagne gouvernementale de la Covid-19, une provocation pour la Fédération des chasseurs de Dordogne. On ne comprend pas très bien. Je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui sont contre la chasse. La chasse a toujours existé parce qu'elle est utile. Bon, c'est une passion, c'est vrai, mais son utilité est de plus en plus axée maintenant sur la biodiversité, puisque si on ne régulait pas le cervidé, il n'y aurait plus de forêt. Une régulation indispensable donc pour l'écosystème selon la Fédération, qui martèle que tout est fait pour éviter les accidents. Pourtant, selon un récent sondage IFOP, 71% des Français interrogés s'avouent inquiets de se balader en forêt en période de chasse.
Des chiffres sur lesquels s'appuie la Fondation Brigitte Bardot à travers cette campagne. Cette campagne publicitaire ne cherche pas à choquer spécialement, elle cherche surtout à ouvrir le débat et à poser justement la réalité des chiffres, puisque ce sont des chiffres officiels, sur la question de la chasse. Par rapport à la régulation, c'est ce qu'on dit également, c'est de l'imposture de la chasse, puisque en période de chasse, ils libèrent 16 millions de faisans par exemple, et 5 millions de perdrix, donc ils régulent des animaux qu'ils ont libérés dans la nature. Si certains chasseurs ont déjà porté plainte contre cet affichage, de son côté, la Fédération de Dordogne ne compte pas attaquer en justice la Fondation. Au total, 80 panneaux ont été installés dans le département. Ils resteront en place jusqu'au 15 mai prochain. Ils sont sur le pied de guerre depuis le début de la crise sanitaire. Les pompiers volontaires. En Alsace, ils sont près de 6700 à donner de leur temps pour sauver des vies. Un engagement au quotidien pour ces hommes et ces femmes. Une intervention à domicile pour un secours à personne. Les pompiers n'en savent pas plus. C'est à leur arrivée qu'il va falloir comprendre, s'adapter, agir. Et c'est ainsi au fil des opérations, à chaque fois une dose d'adrénaline et une autre aventure à vivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque intervention, elle sera, même si le motif c'est à peu près pareil, ça ne se passera jamais de la même façon. Et ce matin, vous faisiez complètement autre chose. Voilà, le matin, je fais tout à fait autre chose. Je suis pas dans le pompier. Quentin, Maude, réceptionneur chez un grossiste de viande et étudiante le matin, pompier volontaire l'après-midi. Deux vies bien différentes dans la même journée, comme pour Sébastien, qui peut passer d'un pommeau de douche à une lance à incendie. Impeccable. Le temps d'un bip. C'est mon bip des sapeurs-pompiers qui va m'alerter dès qu'il y a une intervention qui se déclenche pour le centre de Vasselonne. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon poste de travail et que je vais rejoindre la caserne. Dans la voiture, sur le parking, tout est prêt. Il y a tout mon équipement, ma tenue de service et d'intervention, mon casque, mon ceinturon. Tout est toujours archi prêt pour que ça aille au plus vite, qu'on ne perde pas de temps à chercher ses affaires qui sont stockées on ne sait où. La caserne est à quelques centaines de mètres. Sébastien a besoin de moins de 3 minutes pour être opérationnel et accomplir sa mission. En moyenne, une intervention va durer 2 heures. Donc je préviens mes collègues comme quoi je quitte mon poste et je rattrape ou je continue mon travail après en revenant sur mon poste de travail. L'entreprise compte dans ses effectifs 2 pompiers volontaires. C'est à leur demande qu'elle a signé une convention pour leur garantir de pouvoir s'absenter en cas d'alerte. La convention a été mise en place il y a environ 1 an de manière simple et efficace et on a constaté environ une dizaine d'interventions sur 1 an et réparties sur 2 personnes. Donc non, ça n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise. Pour faire tourner la caserne de Vasselonne, pas de professionnels, que des volontaires. Parfois de garde pour une dizaine d'euros de l'heure, parfois d'astreinte à la maison ou au travail. Tous mus par le sens de l'engagement, la passion et l'enrichissement personnel. Ça a commencé du côté de mon père qui était sapeur-pompier pendant de nombreuses années et qui m'emmenait à partir du moment où j'étais en âge pour faire les manœuvres le dimanche matin, pour faire la vérification des poteaux quand ça se faisait encore. J'ai un métier d'une part, j'ai une passion d'un autre côté et j'avais pas envie que la passion prenne tout le dessus. C'est vraiment cet équilibre qui est important à mes yeux. Un équilibre à trouver et le nécessaire besoin d'être performant dans tous les domaines. Nous retrouvons Maud et Quentin, casque rouge, sur un exercice cette fois. Être pompier, c'est faire face à toutes sortes de situations. La formation est essentielle. J'ai été formé déjà quand j'ai commencé mes années de jeune sapeur-pompier. À la suite de ces 4 années, j'ai passé le brevet des cadets pour ensuite intégrer une formation initiale en tant que sapeur-pompier volontaire. Et ensuite, je me suis formé sur mes moments, à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais encore étudiant. Je me suis formé sur mes vacances scolaires. Je vais le faire avec toi, tranquillement. Ouais. Voilà. Attention pour hisser. Voilà. On a une formation initiale et après, tout au long de l'année, on suit des formations pour se remettre à niveau et être toujours à jour. Attention pour pivoter. Ça demande un minimum d'engagement de leur part et clairement, il y a une vraie sollicitation, il y a un vrai besoin de présence, d'être en garde, de venir en caserne, qu'on soit volontaire ou qu'on soit professionnel. On n'a pas forcément le même rythme d'activité et en fait, le fait de travailler comme ça nous permet de mieux se connaître et donc d'être beaucoup plus efficace opérationnellement. Allez, pour ensemble, garde à vous. L'Alsace compte environ 6700 volontaires, 85% des effectifs des pompiers. Un chiffre relativement stable, mais les besoins de recrutement sont constants.
Il suffit d'avoir 16 ans, une bonne condition physique, un peu de temps et le sens de l'entraide. Le marché de l'art est l'un des rares secteurs à ne pas souffrir du Covid-19 grâce au numérique. Depuis plusieurs mois, les maisons de vente ont massivement basculé leur activité sur Internet, attirant de nouveaux clients avec des enchères en ligne, mais aussi la découverte de nouveaux tableaux. Un clair-obscur sombré dans l'oubli depuis 240 ans. Au détour d'un inventaire de succession, ce philosophe lisant ressurgit. L'expertise est sans appel. Ce tableau est réalisé par un Fragonard, alors au sommet de son art. Avec un pinceau assez large, on voit bien ici la largeur du pinceau, qui fait plus d'un centimètre, 1,5 centimètre. Et on a ici vraiment des coups de pinceau extrêmement vigoureux. Ici, la façon dont voilà, ça vient en quelques hachures très chargées. Et puis ici, presque comme le doigt, vous voyez, qui vient ici et qui vient sculpter véritablement la matière. La balayure furibonde, voilà comment était surnommé Fragonard, peintre majeur du XVIIIe siècle. C'est vrai qu'elle est rêche, la peinture, elle est brutale, mais elle est extrêmement efficace. Et surtout, elle est d'une sincérité absolue. Ce chef-d'œuvre sera mis aux enchères en juin prochain. Nous l'avons estimé à 1 500 000 à 2 millions d'euros. Un tableau redécouvert dans un appartement marnais par ce commissaire-priseur d'Épernay. Belle conclusion de mes 40 ans d'exercice. Les enchères auront lieu ici, mais aujourd'hui, Maître Antoine Petit s'affaire pour d'autres ventes, comme celle de Grand Cru. Depuis le début de l'année, les vendeurs ne manquent pas, crise sanitaire ou non. La vie continue, ils font très attention, nous-mêmes faisons très attention, mais sur le plan du moral, les vendeurs sont tout à fait sereins. Une activité assez intéressante, oui. Pour cela, il peut compter sur Internet. Depuis 5 ans, toutes ces ventes sont annoncées et retransmises en ligne. Pendant le confinement, les gens étaient coincés chez eux, ils s'embêtaient. On a remarqué qu'effectivement, dans tous les hôtels des ventes, les gens étaient beaucoup plus actifs et il y avait 100, 200, 300, 400 personnes qui suivaient la vente et de nombreux acheteurs. Et souvent, qui s'inscrivaient dans les derniers moments, dans la matinée pour l'après-midi, ça doublait les inscriptions. Des ordres d'achat secrets y sont même adressés avant la mise aux enchères. Grâce à la vente en ligne, ce Fragonard pourrait bien atteindre des sommets, à l'image de cette nature morte de Maria van Oosterwijk, tout juste vendue à Troyes. Estimée 100 000 €, elle vient d'être acquise par un collectionneur belge pour 806 000 €, frais inclus, et à distance. La digitalisation des hôtels de vente, c'est la spécialité de Jérôme Bazin. Aujourd'hui, 95% d'entre eux retransmettent leurs enchères en ligne. Un nouveau profil de client est apparu. Ils ont un nouveau public en fait, plus jeune, plus à l'aise en fait dans ces approches de vente aux enchères en mode digital. Donc c'est plutôt le phénomène de la quantité et du nombre de clients qui a augmenté que des changements dans les phénomènes de surenchérissement. Des acheteurs plus jeunes, des ventes pour toutes les bourses. Pandémie et numérique ont dynamisé le marché de l'art. 120 €, l'enchère est prise à 120 par le live à 120. En 2020, les mises aux enchères en ligne ont été multipliées par 4 pour atteindre un chiffre d'affaires record en France, 3 milliards d'euros. À 70.